Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la troisième et la dernière partie de la boiterie chez l'enfant. On a vu déjà toutes les causes de la boiterie concernant les échelles de l'âge 1 à 2 ans, 3 à 8 ans. Dans cette dernière partie, c'est à partir de 9 ans, afin de la croissance. On va voir les étiologies les plus fréquentes et c'est surtout c'est l'EFS, c'est l'épiphysiolyse fémorale supérieure. Toujours les supports de tous les cours sont disponibles dans la description. Je vous invite comme d'habitude à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, en étiologie d'une boiterie chez l'enfant, après l'âge de 9 ans, c'est la fin de la croissance. On a ces quatre étiologies-là. On a l'épiphysiolyse fémorale supérieure. On a l'ostéochondrite déséquente des genoux. On a la vision apophysaire et l'ostéochondrite d'une tête métatarsienne. Mais la cause la plus fréquente, la plus redoutable là, bien sûr, c'est l'EFS, c'est l'épiphysiolyse fémorale supérieure. Commençons premièrement par l'EFS. Donc l'épiphysiolyse fémorale, c'est la cause la plus fréquente, c'est la principale cause de boiterie de hanche chez la période pubertaire. Donc, comme étiologie principale de boiterie chez un enfant, ou bien dans la période pubertaire, après l'âge de 9 ans, c'est l'épiphysiolyse fémorale supérieure. Elle correspond à quoi? Elle correspond au glissement de l'épiphyse plutôt fémorale supérieure par rapport au col fémoral. Donc là, on voit que l'épiphyse, il est ascensionné, il est, il a glissé par rapport au col fémoral, ça c'est de la tête, ça c'est de l'épiphyse totale, voilà, ça c'est le décollement de l'épiphyse par rapport à la tête, ou bien par rapport au col fémoral. Donc ça, c'est l'épiphysiolyse fémorale supérieure, c'est le glissement de l'épiphyse par rapport au col fémoral, comme vous voyez là dans la radiographie. Donc c'est une maladie du cartilage de croissance. Elle est responsable d'un glissement, comme on avait dit, de l'épiphyse sur la métaphyse. Donc l'épiphyse, il va se glisser sur la métaphyse. Et ce phénomène-là va poser une surcharge pondérale, ou bien une surcharge pondérale est retrouvée dans 50% de ces cas-là. Donc c'est la surcharge pondérale avec l'anomalie du cartilage de croissance qui va poser ce glissement-là de l'épiphyse et sur la métaphyse. Donc le délai moyen entre le premier signe et le diagnostic est de 3 mois. Notez ça bien. Tout ce qui est en rouge, ce sont toujours des questions fréquentes d'examen. Donc là, on va avoir un retard de 3 mois par rapport au premier signe dès que le diagnostic. Et dans 20% des cas, on peut noter des atteintes contralatérales. Donc, la surcharge pondérale, elle est retrouvée dans 50% des cas. Le délai de l'apparition des symptômes et le diagnostic, c'est de 3 mois. Et comme atteinte contralatérale, elle est survenue dans 20% des cas. Donc ça, c'était la définition d'une épiphysiolyse fémorale supérieure qui est l'étiologie la plus redoutable devant une boiterie chez l'enfant. Maintenant, quelques chiffres. Elle a une prévalence entre 2 et 100 000. Donc, 2 pour 100 000 habitants plutôt. Elle, plus, elle semble plus fréquente dans la population noire avec les garçons avec un sexe ratio de 1,5. Et ça, vous devez noter. À part l'âge moyen de la survenue est entre 14 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles. Donc l'âge de survenue de l'EFS, de l'épiphysiolyse fémorale supérieure chez le garçon, c'est 14 ans, vers 14 ans d'âge, et chez la fille est de 12 ans. Donc c'est la période pubertaire. On répète, c'est la cause principale, c'est l'étiologie principale d'une boiterie chez un enfant ou bien chez un adolescent dans l'âge pubertaire. Donc, malheureusement, là aussi, l'étiologie, elle reste inconnue. Les facteurs mécaniques et endocriniens sont incriminés, mais c'est inconnu jusqu'à maintenant, comme le rhume de hanche, comme on avait vu dans la deuxième partie. Je vous invite toujours
à traiter les modules comme des entités. Je vous invite toujours à suivre l'enchaînement du cours pour mieux assimiler les modules. Donc, en variante ou comme forme clinique, on a l'épiphysiolyse fémorale chronique, on a l'épiphyse fémorale aiguë et on a l'épiphysiolyse qui est aiguë sur fond chronique. Donc ça, c'est comme variante. Et on n'oublie pas les épiphysiolyses stables et instables. Donc tout ça, ce sont des variantes cliniques qu'on va détailler dans ces plaques-là. Commençons premièrement par l'épiphysiolyse fémorale supérieure chronique. Là, elle se retrouve chez l'enfant qui est obèse et qui se plaint de douleur, de la haine, de la face latérale de la cuisse, voire du genou, donc depuis plusieurs mois. Donc devant une boiterie et une sensation de douleur chez un patient, un enfant qui est obèse, il faut évoquer l'épiphysiolyse fémorale pour intervenir le plus précocement possible et contreposer ou bien contrarier la déformation. Donc l'examen clinique, il va retrouver une boiterie disquive. Donc là, c'est pas une boiterie d'équilibration. Là, c'est une boiterie douloureuse. Je vous invite à consulter la première partie. On avait déjà parlé de ces deux types de boiteries, les boiteries disquives et les boiteries d'équilibration. Donc, avec diminution de la mobilité de la hanche en rotation, abduction et flexion. Donc, c'est une attitude antalgique. Ça ressemble à comme des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Donc, attitude antalgique, hanche en rotation, abduction et flexion. Une rotation externe qui est automatique lors de la flexion des hanches qui témoigne de la douleur. Et tout ça sont évoquant d'une épiphysiolyse fémorale supérieure, installation qui est chronique. Donc ça, c'est la première forme clinique. La forme chronique, elle est à évoquer devant tout un enfant qui est obèse, qui souffre d'une douleur à la hanche depuis plusieurs mois. Notez ça bien. Surtout la notion de chronicité, c'est plusieurs mois de douleur déclenchée lors de la marche et une boiterie, je répète, disquive. J'espère que c'est clair pour la première variante chronique. Deuxièmement, l'épiphysiolyse fémorale supérieure qu'elle est aiguë. Donc, elle s'installe comme une impotence fonctionnelle du membre inférieur. Le membre inférieur, dans ce cas-là, il est raccourci, il est douloureux à la mobilisation, il est en flexion et rotation externe. Donc, la deuxième variante, c'est une forme aiguë. Là, c'est une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur. Là, c'est pas d'une boiterie, c'est la forme aiguë. Le patient va souffrir directement d'une impotence d'installation qui est aiguë. Donc là, nous sommes devant la forme aiguë de l'épiphysiolyse fémorale supérieure, le FS. Troisièmement, comme troisième variante, comme troisième forme clinique, c'est l'épiphysiolyse fémorale supérieure aiguë sur fond qui est aussi chronique. Donc c'est la majorité des formes aiguës qui surviennent en fait sur un fond de épiphysiolyse fémorale chronique. Donc c'est une forme aiguë qui a été installée sur un fond chronique. Donc ça, la chronicité, elle va s'exacerber, si on peut utiliser le terme, avec des accès aigus. Et là, on les appelle l'épiphysiolyse fémorale aiguë sur un fond qui est chronique. Donc ça, c'est concernant l'évolution de une EFS qui est chronique. Quatrièmement, on va avoir la notion de l'épiphysiolyse stable et instable. Donc on a deux variantes, une épiphysiolyse dite stable et une épiphysiolyse qui est dite instable. Et qu'est-ce qu'ils définissent ces critères-là? Ils sont définis par des notions qui sont cliniques. On dit que un glissement qui est instable, qui se caractérise par l'impossibilité de marcher. Donc un patient qui est en impotence fonctionnelle, là c'est un glissement qui est instable. Un glissement stable, on peut dire ça quand la marche et l'appui sont possibles avec ou sans canne ou bien batterie. Donc si
Le patient peut marcher avec ou sans crâne. Ça, c'est un glissement qui est stable. Mais lorsque c'est une impotence fonctionnelle totale, c'est l'impossibilité de la marche. On va introduire le terme d'un glissement ou bien d'un épiphysiolyse qui est dit instable. Stable, le patient peut marcher. Instable, le patient ne peut pas marcher. J'espère que c'est clair. Et comme examen paraclinique, bien sûr, c'est la radiographie du bassin sur deux incidences. Une incidence de face, qui est indiquée là, et une incidence de profil de dune. C'est quoi cette incidence de dune de profil? C'est une hanche qui est fléchie à 80 degrés et en abduction de 50 degrés. Donc, deux incidences sont utilisées là pour percevoir les anomalies. Donc, premièrement, dans le cliché de face, il est là. Donc, on va noter les anomalies suivantes. Je vous invite à les noter. On va voir un élargissement du cartilage de croissance. Ça, c'est en premier plan. Et deuxièmement, on va voir une anomalité de la ligne de Klein. Donc, je répète, ça, c'est très important et à retenir. Dans la radiographie des bassins, si ces deux critères-là radiographiques sont disponibles, nous sommes devant une épiphysiolyse fémorale. Donc, premièrement, c'est l'élargissement du cartilage de croissance. Deuxièmement, anomalie de la ligne de Klein qui est indiquée là en jaune. J'espère que vous avez noté ces notions-là. Deuxièmement, dans l'incidence de profil de dune, à mon avis, dit c'est une hanche qui est fléchie à 90 degrés et une abduction de 50 degrés. On va voir un retrait du bord antérieur qui est là. Donc le bord antérieur, il va être élevé donc, par rapport au bord antérieur du col fémoral. Donc vous voyez là en rouge, c'est le bord antérieur de l'épiphyse qui va être surmonté ou bien retrait par rapport au bord de bord antérieur du col fémoral. Et ça va témoigner bien sûr d'un glissement de l'épiphyse comme nous avons dit par rapport à la métaphyse. Donc ça, ce sont les critères radiologiques. Je vous invite à les noter. On récapitule dans la radiographie du bassin de face. On va noter l'élargissement du cartilage de croissance. Ça, c'est les anomalies du cartilage de croissance. Suivi par des anomalies de la ligne de Klein. Elle est indiquée là en jaune. Ça, c'est la ligne de Klein. On va noter les anomalies là. Deuxièmement, dans l'incidence du dune, l'incidence de profil, on va noter le décalage ou bien le retrait du bord antérieur de l'épiphyse par rapport au bord antérieur du col fémoral. Et ça va témoigner bien sûr d'un glissement et ce qui va définir l'épiphysiolyse fémorale supérieure. J'espère que les critères radiographiques sont clairs maintenant. Passons au traitement. Donc le traitement là, il est chirurgical. Il est basé par la fixation in situ cervico-céphalique. Donc on va fixer, c'est la FIS, la fixation in situ cervico-céphalique. Elle reste le traitement de référence. Elle va stopper la progression de la bascule épiphysaire tout en limitant le risque d'ostéonécrose. Donc le traitement là, il est chirurgical. C'est la FIS, c'est la fixation in situ cervico-céphalique. C'est un traitement de choix. Il va stopper le bascule, le glissement là. Il doit être, bien, il peut être réalisé quel que soit le degré de bascule de l'épiphyse. Quel que soit le degré du bascule de l'épiphyse, on doit faire ce geste-là. C'est le traitement de choix. Gardez ça en tête. C'est la fixation in situ cervico-céphalique par une broche ou bien un vis. Et ça reste le traitement de choix pour éviter le bascule. Donc là, dans l'illustration, vous voyez, ce sont les instruments utilisés. Et notez bien, ils sont utilisés. Ah, c'est une autre radiographie qui montre une fixation qui est bilatérale. On avait dit que 20% des cas sont bilatérales. Donc, cette intervention chirurgicale là, cette FIS, fixation in situ, peut être administrée ou bien réalisée
à n'importe quel âge pour limiter le bascule. Et elle est utilisée concernant, elle est faite quand- selon l'intervention de Dune qui est illustrée là. Donc vous voyez, ça c'est le geste chirurgical, l'abord chirurgical, la ponévrectomie, et après ça, c'est la fixation par le vis ou bien de la brèche pour limiter le décalage qui va survenir au niveau de l'épiphyse. Et ça reste le traitement de choix pour ces maladies. Donc, la cause la plus fréquente, c'est l'épiphysiolyse fémorale supérieure. Gardez bien en tête les notions de radiographie, les critères radiologiques survenus ou bien retrouvés dans cette pathologie-là. Et notez bien l'intervention de Dune qui reste le traitement de choix dans ces formations-là. Donc, comme indication, on a premièrement le visage in situ qui est le traitement de choix pour les épiphysiolyses à faible déplacement. Donc, si le déplacement est inférieur à 35 degrés, la ligne de Klein, elle est inférieure à, ou bien l'angle formé par la ligne de Klein est inférieur à 35 degrés, quel que soit leur caractère stable ou instable. Donc, premièrement, si le décalage n'est pas très important, on va faire un traitement chirurgical qui est un vissage in situ. Premièrement, un déplacement inférieur à 35 degrés, vissage in situ, quel que soit leur caractère stable ou instable. Donc ça, c'est en premier plan. Deuxièmement, en cas d'épiphysiolyse instable ou bien un déplacement supérieur à 35 degrés, donc un déplacement supérieur à 35 degrés accompagné avec une épiphysiolyse qui est instable, là, l'indication, c'est la réduction à ciel ouvert associée à une ostéotomie qui est le traitement de choix dans ces cas-là. Donc, si le déplacement est inférieur à 35 degrés, c'est le vissage in situ. Notez ça bien, ces critères. En cas d'épiphysiolyse instable à déplacement supérieur à 35 degrés, là, c'est la réduction à ciel ouvert avec une ostéotomie qui est le traitement de choix dans ce deuxième cas. Et en cas d'une épiphysiolyse fémorale supérieure qui est stable, je répète, qui est stable, avec un déplacement supérieur à 35 degrés. Là, c'est la fameuse fixation in situ céphalos cervicocéphalique, mais malheureusement, elle va exposer au risque de conflits fémoraux acétabulaires. Donc, on récapitule le traitement. Ce sont des questions fréquentes. Premièrement, si l'angle de déplacement est inférieur à 35%, je répète, là, quel que soit leur type stable ou instable, c'est le vissage in situ. Ça, c'est en premier plan. Deuxièmement, si le déplacement est supérieur à 35 degrés, ça va dépendre concernant la stabilité ou l'instabilité. Si cette épiphysiolyse-là, elle est instable, donc c'est la réduction à ciel ouvert avec une ostéotomie qui va être le traitement de choix. Si cette épiphysiolyse reste stable, donc là, c'est le traitement qui est indiqué là, c'est la FIS, la fixation in situ qu'on avait vu précédemment dans la plaque précédente, mais malheureusement, elle va exposer au risque de conflits fémoraux acétabulaires. Donc ça, c'était tout concernant l'épiphysiolyse fémorale supérieure. Je répète, c'était la pathologie ou bien l'étiologie principale d'une boiterie chez l'adolescent en âge pubertaire, donc au-delà de l'âge de 9 ans. J'espère qu'elle a été claire. Maintenant, on va passer aux autres étiologies. Donc, de façon, bref, donc, on a comme étiologie au sud de boiterie une avulsion ou un arrachement hypophysaire. Il est dû à un traumatisme sportif, un grand écart, ou bien un shoot dans le vide, ou au contraire, un shoot dans une contrariété contre une résistance là. Il va poser un écart apophysaire. Donc, comme autre cause, chez l'adolescent, ou bien dans l'âge pubertaire, un traumatisme sportif qui va donner une avulsion
ou un arrachement apophysaire. Donc ça, c'est premièrement. Arrachement apophysaire ou bien une avulsion apophysaire qui est due à un accident sportif. Autre cause là, c'est l'ostéochondrite disséquante du genou qui est indiquée là. Vous voyez, c'est une inflammation, c'est une déminéralisation, une ostéochondrite disséquante du genou. Donc, c'est une ostéochondrodystrophie de croissance touchant le squelette immature. C'est quoi cette ostéochondrite? C'est la mort des composants de l'os due à une interruption de la circulation sanguine. Donc ça, ce sont des troubles circulatoires qui vont mener à cette pathologie-là. C'est l'ostéochondrite, la mort du composant de l'os à cause d'une interruption circulatoire sanguine. Donc le genou est la première localisation avec une prévalence qui est haute. C'est 20 pour 100 000 habitants. Cette maladie, elle va apparaître au-delà de 9 ans, bien sûr. C'est entre 10 à 20 ans, dont l'âge moyen de survenue est entre 13 et 14 ans, et le sexe ratio favorisé par les garçons plus que les filles. Le siège, c'est 80% dans le condyle médian, comme vous voyez là, dans le condyle latéral, comme il est le cas là, dans 10%, et plus rarement dans la trochlée, en 2 à 3% des cas. Donc c'est un trouble circulatoire. Le genou est là, localisation la plus touchée, la plus favorisée par ces anomalies-là. Elle va survenir à cause d'un trouble circulatoire. Ça va donner une boiterie pour adolescents dans l'âge pubertaire entre 10 à 20 ans. Le condyle médial, c'est la localisation la plus fréquemment touchée à un pourcentage de 80%. Le condyle latéral à 10% et plus rarement la trochlée, c'est 3 à 2 à 3% des cas. Donc, comme autre cause, on a l'ostéochondrite dessicante des genoux qui est illustré là dans les radiographies. Dernièrement, avant de terminer plutôt, donc le traitement de cette ostéochondrite du genou, le traitement il est orthopédique ou bien chirurgical. Comme traitement orthopédique, un vis, bien il vise à immobiliser le genou en évitant ou la maladie là, soit en zone portante, soit en flexion ou extension. Donc la simple abstention sportive qui est le traitement orthopédique par ces ostéochondrites disséquantes-là. Donc, c'est l'immobilisation, quand vous voyez, soit en flexion, soit en extension, une simple abstention sportive qui va consister le traitement orthopédique de l'ostéochondrite disséquante du genou. Comme traitement chirurgical, il est réservé chez l'adolescent à un cartilage de croissance qui est fermé. Donc, on ne peut pas faire cette intervention chirurgicale chez un âge de croissance ou bien un âge pubertaire. Elle est réservée aux adolescents au cartilage de croissance qui est fermé en fin de croissance. C'est la fixation du fragment. Quand vous voyez là, on va fixer le fragment qui a été atteint par cette maladie-là. Donc, comme traitement orthopédique, c'est l'abstention sportive, traitement chirurgical réservé aux adolescents avec un cartilage qui est fermé de croissance, c'est la fixation de fragments là. Dernièrement, comme dernière étiologie de boiterie chez l'enfant, au-delà de 9 ans, c'est l'ostéochondrite, mais cette fois-là d'une tête métatarsienne. Le plus souvent, c'est l'ostéochondrite de la seconde tête métatarsienne. La douleur là, elle est élective à la face plantaire et dorsale de la tête. À la radiographie standard, elle va nous montrer des signes de nécrose épiphysaire tout à fait caractéristiques. Donc, si on voit des critères de nécrose au niveau de surtout de la deuxième métatarsienne, la tête métatarsienne, deuxièmement là, c'est l'ostéochondrite de la tête métatarsienne qui est la cause de cette boiterie-là chez l'enfant ou bien chez l'adolescent en âge pubertaire au-delà de 9 ans. Donc ça, c'était tous les étiologies concernant la boiterie chez l'enfant et l'adolescent.
On va voir maintenant un tableau récapitulatif de tous les trois parties qu'on avait vues dans ce cours. Donc, chez un enfant de 1 à 2 ans, on avait dit que ce sont les fractures qui ont été les causes les plus fréquentes de boiterie et les infections ostéo-articulaires. Je vous invite à consulter la première partie. Dans la deuxième partie de cette série de vidéos concernant les boiteries, on avait vu qu'en l'âge de 3 à 8 ans, c'était l'ostéochondrite primitive, ou bien le rhume de hanche, deuxièmement le rhume de hanche, et on avait vu la maladie de Legpert et Calvé. Et comme d'autres causes, on avait vu que ce sont des apophysites de croissance et la maladie de Sever ou Gauche-Latter. Je vous invite toujours à consulter la deuxième partie pour plus de détails. On a bien abordé le rhume de hanche, on avait bien abordé la maladie de Legpert et Calvé. Tout ça sont disponibles dans la playlist. Et dans cette troisième partie-là, cette dernière, on a vu les étiologies au-delà de 9 ans en fin de croissance. C'était l'épiphysiolyse fémorale supérieure et l'EFS qui a été la cause de l'intitulé de notre cours aujourd'hui. L'ostéochondrite disséquant du genou, on avait vu les avulsions apophysaires et l'ostéochondrite de la tête métatarsienne. Et gardez surtout ces titres-là qui sont rouges, ça ce sont les causes les plus fréquentes avec un diagnostic qui doit être précoce afin que le traitement thérapeutique soit le plus souvent adéquat. Donc ça, c'était tout pour la boiterie chez l'enfant et l'adolescent. J'espère que les trois vidéos étant bénéfiques. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage, mes chers confrères.